sais pas si je m'en faisais. C'est à moi, mais je sais pas si. Juste un tout petit espace. Merci. Ok, c'est bon. On défile, c'est en bas. On va revenir en arrière, c'est en haut. Voilà. T'as été obligé de repartir à Moscou, c'est bon, c'est ça? Repars-toi tranquillement, retrouve un peu d'équilibre, retrouve le poids, dors, repose-toi, pense pas à ça, ça fait toi, c'est toi qui est important dans cette affaire. Et c'est toi qui va te... Je compte sur toi pour remanger un peu, hein, et te retaper, et puis je te rappellerai, parce que là je suis au Palais des Congrès, je parle de mon statut d'auto-entrepreneur, mais j'ai pris quand même un peu de temps pour te parler. Je t'embrasse fort et tiens le coup. Tu m'entends? Ouais, je sais. Et tiens le coup, hein, je t'en prie, ne te laisse pas dépérir. Ça n'en vaut pas la peine. Ok? Je compte sur toi. Hein. Allez, salut, je t'embrasse.
Oula. Alors là, j'espère qu'au niveau du son, ça va aller, les oreilles. Bah, je sais pas. Là, là-haut. Vous n'allez pas crier? Je vais pas crier, non, non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons commencer dans quelques minutes. Mais en attendant, c'est une soirée réseau, donc je vais proposer à ceux qui sont sur leur portable ou leur ordinateur de le ranger, parce que dans très exactement 30 secondes, je vais lancer un jeu du réseau. Donc je vous invite, je m'appelle Alain Bosetti, je suis le président du Salon SME et fondateur également des Speed Business Meetings, parce qu'on a été les premiers à créer ceci, et puis de Place des réseaux. Et donc on a un très jeune entrepreneur qui est là, il a quelques mois. Et donc si vous êtes prêts, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est... d'ailleurs, une petite question. Levez la main ceux qui sont assis de quelqu'un qu'ils connaissent, à droite ou à gauche. Ils ont quelqu'un. Levez la main ceux qui... Ok, très bien. Donc, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose, c'est de changer de place, de faire en de changer de place pour que vous ayez à votre droite et à votre gauche quelqu'un que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est une soirée réseau. Donc, évidemment, s'il vous plaît, présentez-vous aux gens qui sont à côté de vous. Faites connaissance. Tourne-toi. Hein?
Je sais. Je connais ça. Bien, s'il vous plaît. J'ai pas mon sifflet, s'il vous plaît. Ah, il me faudrait un petit... S'il vous plaît. La soirée ne fait que commencer, mais on ne pourra pas fonctionner comme... Vous m'entendez bien? Non, moyen? Alors, et ça, c'est mieux comme ça? C'est mieux là? Bien. À la technique, si vous pouvez faire quelque chose, monsieur. Voilà. Donc, comment va se passer cette soirée? En 2 temps. 3 mouvements. Le premier temps, il va y avoir d'abord une ouverture avec quelqu'un d'illustre qui est dans la salle. Puis ensuite, les partenaires du Grand Interclub, qui est ce sera la première édition, vont remettre le prix des initiatives réseau. 4 réseaux ont été récompensés. Je parle trop fort? On lui donnera la parole si... C'est une petite fille ou un petit garçon? Petit garçon. Et puis ensuite, nous passerons donc dans les 2 salles à côté, il y a des totems. Sur chaque totem, il y a 3 réseaux qui sont classés par ordre alphabétique. On a fait ça pour qu'il y ait de la sérendipité et ne pas vous mettre par réseau féminin, club territoriaux, club business. Vous allez pouvoir échanger. Et si vous avez été des bons networkers, dans les mails que vous avez reçus, on vous disait ciblez les réseaux que vous voulez rencontrer pour savoir où ils sont. Donc, dans la première salle, de la lettre A à L, il y a une partie des réseaux. Et puis dans la deuxième salle également, et ça va durer jusqu'à 20h30 pour que vous puissiez rencontrer des réseaux et des membres d'autres réseaux. C'est la première fois qu'il y a des collectifs de freelance, des coopératives, des réseaux territoriaux, des réseaux d'accompagnement, des réseaux féminins qui sont regroupés au même endroit. Il y a 60 clubs au total qui sont réunis ce soir. Alors, dans la salle, qui est auto-entrepreneur ? Pas mal. Ou qui l'a été aussi? Ok, super. J'ai le plaisir d'annoncer que Hervé Novelli, ministre des PME de 2007 à 2010, le père de l'auto-entrepreneur, est parmi nous et nous allons ensemble ouvrir cette soirée de l'Interclub. Hervé Novelli. Bonsoir Hervé. Salut. Salut Alain. Voilà, donc vous avez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une des réformes marquantes du quinquennat Sarkozy. C'est aujourd'hui 1 million de Français chaque année qui créent leur boîte, dont les 2/3 en régime de l'auto-entrepreneur. Hervé, pour devenir ministre, as-tu fait appel à ton réseau? Pas du tout. Pas du tout, à telle enseigne que je ne sais toujours pas pourquoi ou qui a intrigué pour pousser ma candidature au gouvernement, puisque j'ai eu 4 coups de fil. Je ne donnerai pas le nom des 4 personnes célèbres, enfin connues en tout cas, qui m'ont dit que c'était grâce à lui, que j'étais rentré au gouvernement. et donc, en fait, je pense que c'était un peu convenu du fait de mon parcours. C'est un peu prétentieux que de dire ça, mais j'étais un des rares politiques qui connaissait le monde de l'entreprise. Oui, donc voilà, j'étais entrepreneur moi-même. J'avais géré et dirigé jusqu'en 2006 2 entreprises, une que j'ai vendue en 99, je pense, et l'autre que j'ai vendue en 2006. Et je suis rentré au gouvernement en 2007. Donc c'est dire, j'avais rien prévu, mais ça tombait bien. Et donc voilà, l'avantage de quelqu'un qui s'est investi dans un champ sectoriel, comme moi je m'étais investi sur le terrain en dirigeant ces 2 boîtes familiales que j'ai repris au décès de mon père brutal, et l'avantage de connaître. Après, je me suis évidemment passionné au-delà de mon propre apprentissage, de ma propre gestion, pour les grandes problématiques des petites et moyennes entreprises. J'ai toujours été convaincu que c'est elles qui faisaient vraiment le moteur
qui était le moteur de la croissance. Donc, l'avantage, c'est que j'ai écrit un livre dès 93, et quand je suis arrivé à Bercy, je savais assez précisément ce que je voulais faire. Ça, c'est un grand avantage parce que le système politique français est tel qu'il est rare d'avoir quelqu'un qui sache ce qu'il va faire quand il est nommé ministre. Et donc, ça m'a permis d'être assez autonome. J'avais la chance d'avoir une ministre qui me faisait entièrement confiance, qui était Christine Lagarde, qui m'avait dit une fois pour toutes, écoute, toi, c'est la microéconomie, c'est-à-dire l'économie de proximité. Moi, je ferai la macroéconomie, mais tu me tiens au courant de ce que tu fais et je te protège et je suis d'accord avec toi tout le temps. Bon. Et Hervé, est-ce que... Ça s'est bien passé. Hervé, entrons un peu dans les coulisses. Pour expliquer, donc tu ne m'avais pas dit qu'on parlerait de ça. Moi, j'avais préparé une énorme intervention sur l'avenir de la France à travers l'avenir des entrepreneurs de ce pays. Ça, c'est ma troisième question, Hervé. Ah bon, d'accord. Rentrons dans les coulisses. Donc, tu entres au gouvernement en 2007. Oui, en juin 2007. En juin 2007. Donc, tu sais ce que tu veux faire. Tu as déjà l'idée de créer ce régime de l'auto. Comment ça se passe? Non, pas du tout. Pas du tout. J'arrivais avec une idée simple, si j'ose dire, qui était de simplifier l'univers qui entoure l'entreprise, et notamment la petite ou la moyenne entreprise. Donc je suis arrivé et j'ai créé des groupes de travail tout de suite, l'été 2007, 3 groupes de travail, mais qui étaient composés, et ça c'était un peu déjà une première rupture, qui était composé de praticiens de l'entreprise. C'est-à-dire, il y avait évidemment des entrepreneurs, mais il y avait aussi des experts comptables, des avocats, des notaires, bref, tous ceux qui pratiquent à un moment ou à un autre l'entreprise. Et j'ai posé une question simple à ces 3 groupes de travail. Un groupe de travail dans l'ordre fiscal, un groupe de travail dans l'ordre social et un groupe de travail dans l'ordre réglementaire, des règlements, des normes. Et je leur ai donné comme mission de proposer ce qui leur semblait le plus important en matière de simplification et de le classer hiérarchiquement. Et ces 3 groupes de travail ont rendu leur papier au mois octobre-novembre. Et surprise, je ne m'y attendais pas, les 3 groupes avaient mis en numéro 1, simplifier la création d'activités ou la création d'entreprises. Et je me suis dit, on va le faire. Donc j'ai fait ce que j'ai fait beaucoup à Bercy, parce que j'avais eu la chance de faire du cabinet ministériel, mais 30 ans auparavant. Et j'ai fait en sorte d'avoir un consensus à l'intérieur de Bercy sur la réforme de la simplification que je voulais porter. C'est très important ce que je vous dis. Si d'aventure, il y en a quelqu'un dans la salle qui devient ministre, c'est possible. Peut-être, là. En tout cas, ce qui est très important quand vous arrivez à Bercy, qui devient ministre à Bercy, c'est de faire en sorte d'objectiviser la réforme que vous avez en vous. C'est-à-dire de faire en sorte que cette réforme apparaisse non pas comme celle qui est portée par le ministre, qui par définition passe, alors que l'administration reste, mais qui est portée par des experts ou des sachants qui vont dire voilà ce qu'il faut faire pour la création d'entreprises. Et je peux vous le dire parce que je suis expert et voilà ce que je propose. Et en fait, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai chargé de mission, par une lettre de mission, quelqu'un que je connaissais bien, que je connais bien toujours, et qui s'appelle François Hurel, et qui était à l'époque, non, je ne l'ai pas vu, qui était à l'époque directeur général de l'Agence pour la création d'entreprises. Donc je lui ai dit à François, voilà, tu as ce qui est souhaité par ces groupes de travail. Maintenant, fais-moi un rapport qui va consister à créer l'auto-entrepreneur. On avait déjà en tête cette sémantique qui me semblait très importante parce qu'elle représente ce que je crois, c'est-à-dire la capacité individuelle qu'a chacune et chacun d'entre nous à entreprendre. Il ne s'agit pas de créer une grande entreprise, mais entreprendre dans son quotidien, auto-entreprendre avec ses propres capacités. Et donc, François Hurel a fait un rapport.
j'ai pris ce rapport et j'ai dit, ce rapport, il y a 3 groupes de travail, il y a l'expert, on va le mettre en œuvre. Alors à l'époque, dans le rapport, il n'y avait pas tout ce qu'on a fait. Et c'est là où le travail du cabinet ministériel, je m'étais entouré d'un conseil des entrepreneurs, je m'étais entouré de gens qui connaissaient bien la chose, et on a proposé un statut qui était un statut très innovant, parce qu'il rompait avec ce qu'on faisait traditionnellement en France. D'abord, c'était la première fois qu'on allait pouvoir s'enregistrer en ligne. On va aller... Ah bon, tu veux... Non, mais voilà, tu sais, tu me lâches... Oui, je sais. Donc, on va passer quelques... Il y avait quelques des innovations exceptionnelles. On pouvait s'enregistrer en ligne. Ce qui était très important, c'est qu'on ne payait pas de charges si on ne faisait pas de chiffre d'affaires. Alors ça, vital, ça rompait avec ce que chaque créateur, je l'ai été, donc je le sais, recevait quand il déclarait son entreprise. Après un parcours du combattant, on appelait ça à l'époque pour créer sa boîte, il recevait tout de suite les papiers concernant les charges et les prélèvements forfaitaires qui arrivaient alors que vous n'aviez toujours pas de chiffre d'affaires. Donc ça, c'était une deuxième innovation très importante. La troisième innovation, c'était la fusion possible des prélèvements sociaux et fiscaux. C'est-à-dire que vous aviez en un seul prélèvement les prélèvements impôts sur le revenu d'un côté et charges sociales de l'autre. On avait fusionné jusqu'à un certain niveau de revenu. J'avais exonéré pendant 3 ans de taxes professionnelles le créateur d'entreprise. Bref, c'est ça. Bref, il y avait beaucoup d'innovations et ce statut a pris énormément. Mais ce que je n'avais pas vu, ça j'étais très content de moi, parce que j'ai vu tout de suite l'intérêt et l'engouement des gens pour un statut simplifié. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est 2 choses fondamentales qui se sont produites à peu près à la même époque et qui ont porté ce statut. La première chose, c'est la révolution numérique. C'est-à-dire qu'au moment où je crée un statut simplifié pour entreprendre, la technologie numérique permet un croisement entre des gens qui ont des services à proposer et des gens qui veulent acheter ces services, de manière très simple, à travers des applications. Au même moment se créent, 1 an après, les VTC. Et donc, cette révolution numérique qui facilite de manière extraordinaire la capacité à trouver des clients à travers une application autour de vous, ça a été fondamental. Et la deuxième vogue, mais c'est très important de le comprendre. Bien sûr. La deuxième vogue, c'est l'aspiration à l'autonomie, l'aspiration à l'entrepreneuriat différemment de celui qu'on avait connu, donc initiative individuelle, pouvoir produire une activité à son rythme, quand on le veut, quand on le peut, quand on en a envie, et recevoir donc une rémunération qui n'est plus le sacro-saint salariat dans l'entreprise traditionnelle. Donc ces 2 révolutions ont extraordinairement porté ce statut que je n'avais conçu que comme un statut de simplification et qui s'est avéré être bien autre chose. La première, d'une certaine manière, le premier élément porteur de la nouvelle économie. Et ça a donné, les freelances, ça a donné beaucoup de choses. Excuse-moi d'avoir été un peu long. Non, c'est très bien, mais peut-être des réponses un peu plus courtes. Oui, d'accord. Parce que tu passes sur BFM tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Si j'y arrive. Donc en 2008, 350 000 créations d'entreprises, 300 000 créations d'entreprises en moyenne. 2009, on passe à 500 ou 600 000. Et aujourd'hui, on a 1 million, dont les 2/3 des auto-entrepreneurs. Oui. Est-ce que tu avais vu tu savais que cet engouement se passerait? Non, j'avais bien vu l'engouement. Je te rappelle, mon cher Alain, c'est pour ça qu'on se connaît bien, c'est que j'ai inauguré le salon où vous êtes, le salon en 2008. En octobre ou en novembre 2008, j'inaugure ce salon et il y avait un stand de l'Agence pour la création d'entreprises qui popularisait ce statut qui allait être d'application au 1er janvier 2009. Et j'ai constaté tout de suite avec Alain mais que c'était
un engouement exceptionnel. Ce stand recevait des dizaines, voire des centaines de personnes pour dire ce statut m'intéresse, quand est-ce qu'il va avoir lieu. Et ce jour-là, je me suis dit, on a touché du doigt quelque chose d'exceptionnel. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Aujourd'hui, pour faire simple, vous avez 2,5 millions d'auto-entrepreneurs depuis le début. 2,5 millions. Vous aviez 2 millions d'indépendants, 2,5 millions d'indépendants en 2008, jusqu'à maintenant. Donc on a doublé le nombre des indépendants dans ce pays. Ça n'est pas uniquement grâce à ce statut, mais c'est grâce aux évolutions et aux révolutions qui se sont produites à la même époque. Et l'année dernière, les auto-entrepreneurs ont généré près de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 2,5 millions, j'ai l'habitude de dire que 2,5 millions d'auto-entrepreneurs, c'est beaucoup plus que l'ensemble des adhérents des partis politiques réunis. Donc, d'une certaine manière, je suis à la tête, si j'ose dire, de 2,5 millions de personnes. Et Hervé, je plaisante parce que je n'ai pas la grosse tête. Hein. Hervé, on a eu, je pense que c'est intéressant, parce que beaucoup d'auto-entrepreneurs ici, de regarder ce côté rétroviseur. Si maintenant on regarde le pare-brise, comment est-ce que tu vois, là on est en 2023, comment est-ce que tu vois les 3, 4, 5 prochaines années en matière de création d'entreprise? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va encore continuer à immatriculer 1 million d'entrepreneurs par an? Comment ça va se passer d'après toi? Moi je pense que ce siècle sera le siècle de l'initiative individuelle, parce qu'avec cette révolution technologique, on voit bien toutes les conséquences, mais toutes les conséquences en matière d'IA, en matière de création de valeur grâce à cette révolution numérique, mais tout cela appelle à développer l'initiative individuelle. Donc chacun, grâce à cette révolution numérique, est l'égal de l'autre devant un écran. Donc on va continuer à avoir 1 million d'entrepreneurs par an? Je pense qu'il y aura bien sûr ce qu'on appelle une hystérésie, c'est-à-dire qu'à un moment, ça ne peut pas coller. Surtout si le gouvernement s'acharne à complexifier le statut, s'acharne à mettre des taxes, s'acharne à faire des choses qui brident la créativité et l'esprit d'entreprendre. Moi, je crois vraiment que l'esprit d'entreprendre, l'entrepreneuriat, comme on dit, et l'entrepreneuriat pour tous aujourd'hui, grâce à cette possibilité, c'est vraiment ce qui peut sauver le pays. C'est vraiment ce qui peut sauver le pays, parce que c'est là que réside la plus forte capacité d'initiative et de création de richesse. Donc, on est tellement victime d'un certain nombre d'obligations normatives, d'interdictions, qui peu à peu brident les choses, que la création d'entreprise reste d'une certaine manière le seul ou un des seuls havres de liberté et de capacité à aller de l'avant. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi de très important au XXIe siècle. Un dernier mot, si tu avais un proverbe, une formule ou une citation préférée, ce serait quoi? Là, je dois dire que tu m'avais dit que tu ne me donnerais pas les réponses, ou les questions, pardon, mais les réponses non plus. Les réponses non plus, et encore moins celle-là. Ou si tu avais un credo, tu vois, un motto, quelque chose qui t'anime. Toi, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui encore? C'est de faire. C'est de faire et d'agir. Je crois que l'action, c'est la manière de se réaliser. Si vous restez passif, si vous attendez que quelque chose arrive, il se passe rarement des choses. Vous savez que le général de Gaulle a quand même attendu 10 ans à colomber les 2 églises. Bon, il a fallu la guerre d'Algérie pour qu'il revienne au pouvoir. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'il faut agir. Il faut être en mouvement. Parce que quand vous bougez, vous retardez les choses. Vous retardez les échéances mauvaises qui peuvent survenir au cours d'une vie. Et donc, il faut toujours entreprendre. Toujours entreprendre. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous. Mais comme vous venez ici dans ce salon, c'est que vous avez envie de faire. Et c'est déjà un début de la solution. Merci Hervé. Hervé Novelli. Merci beaucoup. On va passer maintenant à
la remise des trophées des initiatives. Alors Hervé vous l'a dit, il doit partir tout à l'heure, il va partir avant la fin car il est interviewé en direct sur BFM tout à l'heure. Jean-Baptiste Leprince, président d'Eco Réseau Business. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Jean-Baptiste a créé Eco Réseau Business, c'est une galaxie de médias. Il est partenaire de premier rang du salon SME. Une question, quand le magazine s'appelle Eco Réseau Business, pourquoi ? Parce que tu penses que quand on entreprend, il faut un réseau ? Entre autres, mais pas seulement. Alors dans Eco-Réseau, il y a Eco pour l'économie évidemment, l'écologie également, puisque c'est au cœur de nos préoccupations. Déjà hier, on aurait dû un peu plus s'en préoccuper pour aujourd'hui et évidemment pour demain. Les réseaux pour les réseaux de télécommunications qui évoluent sans cesse, et les réseaux d'influence qui parfois font fantasmer, qui parfois et surtout, je pense, attirent et rassemblent. On le voit ce soir. Est-ce que tu es patron de presse, tu es patron de presse. Est-ce que tu peux donner un conseil aux entrepreneurs qui sont là ? Que doivent-ils faire pour être interviewés chez Eco-Réseau en particulier ou dans la presse, dans les médias en général ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut avoir un gros réseau comme les journalistes ? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos amis qui sont là ? Il faut évidemment faire appel au réseau, mais pas que. Ce serait, je pense, pas forcément opportun que de faire que du réseau pour être interviewé. D'ailleurs, ça marche pas à tous les coups. Heureusement, on se garde le droit d'interviewer ou pas quelqu'un. Après, quand on a des recommandations pertinentes et solides, oui, évidemment, c'est un accélérateur. Après, des conseils, 3 mots-clés sur la couverture d'Eco-Réseau: entreprendre, innover, positiver. Et un mot que je pourrais rajouter, c'est oser. Oser entreprendre, pour reprendre ce que disait Hervé tout à l'heure. Oser faire appel à son carnet d'adresses, ça peut servir évidemment. Oser utiliser tout ce qui nous entoure, des moteurs de recherche. Ce matin, on a animé une conférence, les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est puissant. Oser. Oser, très bien. Pourquoi est-ce que Eco-Réseau est partenaire du Grand Interclub ? Parce que c'est toi qui es derrière Alain, parce qu'il y a Hervé également qui est là, et plus sérieusement parce que dans Eco-Réseau, il y a le mot réseau. Je crois que c'était très pertinent de s'associer à cette manifestation. Et puis le salon de SME, des micro-entreprises, fait la promotion des entrepreneurs. Et là, je vais aussi reprendre ce que disait Hervé tout à l'heure. On a un joli pays, il faut entreprendre nos vies. Et donc ça me paraissait pertinent d'être associé ce soir à cet événement. Merci Jean-Baptiste. Il est temps de révéler maintenant le lauréat que tu as choisi, l'initiative réseau que tu as choisi. Alors on a 60 clubs qui ont participé à ce soir, qui sont présents. On a eu moins de 20 initiatives proposées. Et il y en a 4 qui vont être récompensées ce soir. On était très heureux d'avoir 60 réseaux, un peu moins d'avoir qu'une vingtaine d'initiatives. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'initiative qu'on va appeler sur scène maintenant ? J'espère qu'ils sont dans la salle. Alors, avant de la dévoiler, cette association ou ce réseau, ce qui m'a plu dans le pitch, il y avait des mots forts et qui ont une résonance particulière chez Eco-Réseau Business. J'ai lu les mots entreprendre, j'ai lu les mots oser, j'ai lu les mots échec, puisqu'en France, on sait très bien qu'échouer, c'est pas si évident que cela, ça se démocratise un petit peu, et c'est ce qui a fait pencher la balance en faveur du club Connecting Women, que vous pouvez applaudir chaleureusement. Venez. Connecting Women. Y a-t-il voilà. Et pour le club, si je me souviens, une initiative en 2023, donc vous avez créé une série de podcasts où des femmes inspirantes ont été interviewées. Et c'est pour cette raison qu'on vous honore ce soir. Est-ce que vous pouvez très brièvement nous expliquer l'initiative que vous avez présentée, si tu viens de donner ton micro, Jean-Baptiste ? Je vous remercie, je suis très honorée. Merci en tout cas d'avoir sélectionné notre association. L'initiative est venue tout simplement sur le fait qu'on voulait diffuser auprès de notre communauté et de toutes les femmes, au-delà de notre communauté, qu'il faut oser. Donc c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Beaucoup d'entre nous, les entrepreneurs, rencontrent des difficultés dans leur parcours entrepreneurial. Plusieurs échouent même lors des premières initiatives. Mais l'objectif, c'était de donner la parole à ces femmes qui ont osé se relever pour pouvoir repartir et poursuivre leurs rêves dans l'entrepreneuriat. Merci, bravo. Alors, est-ce que donc, vous repartez avec ce diplôme, mais également il y a une surprise de la part de Jean-Baptiste ? Tout à fait, des abonnements évidemment au magazine Eco-Réseau Business pour continuer d'entreprendre pour tous les membres de votre bureau.
Merci. On va faire une photo. Hervé, est-ce que tu veux venir avec nous pour la photo? Avez-vous été auto-entrepreneur? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci Jean-Baptiste. Mounir, est-ce que tu veux bien Mounir d'Harmonie Mutuelle, Mounir Benchana, qui est le directeur régional Île-de-France d'Harmonie Mutuelle. Le micro est là. C'est bon. Alors, une question, Mounir. Je crois qu'Harmonie Mutuelle est partenaire d'un réseau déjà. Vous êtes Quel est ce réseau et pourquoi? Alors, on est partenaire du réseau Entreprendre depuis de très longues années. Au niveau national? Au niveau national, effectivement. On est partenaire de la Fêtière au niveau national et puis dans diverses régions, quasiment toutes les régions d'ailleurs. D'accord. Alors, pourquoi ce partenaire? C'est parce qu'on on estime que son ADN rejoint clairement l'ADN Harmonie Mutuelle. C'est un réseau qui met clairement l'humain au centre de son action et de son activité au quotidien et qui intègre des valeurs communes comme la solidarité, la réciprocité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous au niveau d'Harmonie Mutuelle puisque l'humain au cœur de notre démarche, c'est vraiment ce qui régit notre quotidien. Voilà. Et ça, on trouve que c'est très important. On n'a pas cet objectif de pénétrer tous les réseaux. On a cette chance de pouvoir choisir les réseaux qui nous correspondent. Vous organisez un concours aussi. Vous organisez depuis 4 ans le prix Santé Entrepreneur, C'est ça. qui s'adresse à la fois aux entrepreneurs individuels et aux TPE de moins de 20 salariés. Je crois que la date de clôture est très proche. C'est ça. C'est quand ça. C'est le 29 septembre. D'accord. Que faut-il faire pour y participer et que remporte le lauréat? Alors, l'objectif de ce prix, c'est vraiment de mettre en avant des entreprises, des entrepreneurs et des TPE qui mettent des actions de bien-être au service de leurs salariés. Voilà. Parce qu'on a souvent en tête le fait que c'est plutôt réservé à des grandes entreprises, cette typologie de démarches et de dispositifs de prévention notamment. Et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur et la petite entreprise au niveau de la mise en place de ces actions de bien-être, puisque comme toute entreprise, un entrepreneur ou une petite entreprise a des enjeux forts et la performance de cette entreprise passe bien évidemment par le bien-être des salariés. On est le 25 septembre, le concours s'arrête le 29. Donc si nos amis veulent, que doivent-ils faire pour poser leur candidature? Eh ben, c'est tout simple, c'est un dossier de candidature qui expose de manière... Ils vont le chercher où, le dossier? Sur le site Harmonie Mutuelle, voilà, sans grosse difficulté, c'est en première page. Donc voilà, c'est un dossier très simple à remplir, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place comme action de bien-être au service de vos salariés. Voilà, donc très, très, très simple à mettre en place. Pour resituer, l'année dernière, le lauréat national, c'est une entreprise des Hauts-de-France qui a mis en place des dispositifs d'accompagnement de retour à l'emploi pour des salariés qui étaient en arrêt maladie de longue durée suite à des maladies chroniques type cancer. Voilà. Et on sait que quelqu'un qui a été en arrêt longtemps pour malheureusement une maladie aussi grave, le retour à l'emploi peut être compliqué. Voilà, donc c'est l'entreprise qu'on a récompensée l'année dernière, qui est située dans les Hauts-de-France. Voilà. Mounir, même question que tout à l'heure à Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que Harmonie Mutuelle est partenaire du Grand Interclub de cette première édition? Alors, comme Jean-Baptiste. Non, je rigole. On se connaît pas, on s'est rencontrés aujourd'hui pour la première fois. Non, l'idée, en fait, c'est que, en lien avec ce que je vous citais tout à l'heure par rapport à Réseau Entreprendre, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs. L'entrepreneur chez Harmonie Mutuelle, on a une grosse culture d'accompagnement de cette typologie de chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, on était pendant très longtemps organisme conventionné RSI. Donc on était aussi porte d'entrée pour les créateurs d'entreprises. Donc ça s'est arrêté en 2018 avec le transfert vers la sécurité sociale des indépendants. Donc on a cette culture de l'entrepreneur et nous, clairement, on veut accompagner au quotidien nos entrepreneurs. Et je pense que la présence à l'Interclub est un incontournable. Merci pour votre soutien. Mounir, il est temps de révéler quelle est l'initiative préférée d'Harmonie Mutuelle. Alors c'est Urki ou Urkiren. Je ne sais pas si je prononce bien. Urkiren. Urkiren. Est-ce que Urkiren est là? Est-ce que vous pouvez, nous connaissons évidemment l'initiative, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi d'abord Harmonie Mutuelle a choisi cette initiative et après nous rappeler... Alors pour deux choses, sur un plan corporate, Harmonie Mutuelle, l'inclusion, ça fait partie de nos valeurs, c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de nous, ça fait partie de notre ADN. Et puis à titre personnel, je suis moi-même
handicapé, voilà. J'ai eu un grave accident il y a 1 an et demi. Je porte une prothèse, même si ça se voit pas forcément. Et je commence tout juste à reprendre la course à pied, voilà. Et je trouvais que votre initiative était particulièrement touchante, voilà. Est-ce que... Quel est votre prénom ? Alors, je m'appelle Martin. Martin, est-ce que vous pouvez décrire ce que l'Assemblée ne connaît pas forcément, très brièvement, Ouais, ce qu'était cette brièvement. initiative? Donc déjà, c'est Cluby qui organise. Donc je suis le président depuis que ça existe, depuis 7 ans, du club des entreprises d'Est Ensemble. C'est 9 villes autour de Pantin, Bobigny, Montreuil. Et moi, je suis fan de sport, comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai pas raté une seule réunion de la candidature de Paris depuis 7 ans. Parce que je suis vraiment un grand fan de sport. Je suis aux anciens de l'INSEP. Enfin, je suis vraiment un fou de sport. Et on récompense avec les anciens de l'INSEP chaque année 3 jeunes, dont un jeune handisport. Chaque année, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai dans les tripes. Et je connais aussi très bien l'UNEA, donc l'Union nationale des entreprises adaptées. Et justement, c'est là que j'ai appris à mieux connaître le handicap. Et donc, j'ai décidé d'organiser avec Est Ensemble au départ, donc la communauté de communes, cette course. C'est un 10 km où c'est un relais de 3 km 333 chacun avec forcément une femme. Et j'ai décidé ensuite de l'ouvrir aux Andis parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de courses avec les Andis. Donc moi, dans mon équipe, j'avais un unijambiste qui a quand même couru les 3 km 300 avec ses béquilles en 24 minutes. Donc c'est assez remarquable, 24 minutes pour 3 km 3 en béquilles. Il a fini au sprint parce que tout le monde l'encourageait, puisque je l'avais mis en 3e dans mon équipe pour que tout le monde puisse le voir arriver. Voilà, il était assez extraordinaire. Et voilà, on était 400 coureurs cette année. J'espère qu'on sera au moins 600 ou 700 l'an prochain avec l'aide de la FSGT. Bravo. Donc la Fédération du travail Bravo. du sport. Voilà. Hervé, tu veux venir Merci beaucoup, merci Mounir, merci Martin. Hervé, bonne interview sur BFM. Tu pars discrètement, Hervé, comme ça personne ne te remarque. À bientôt. J'appelle maintenant Mathieu Douchy, président de Créactif. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Alain. Donc Bonsoir. Créactif, société de formation. Combien de créateurs formés chaque année? Chaque année, en ce moment, on est en train de tourner autour de 3-4 000 entrepreneurs accompagnés. Voilà. Et Mathieu est un auteur d'UNO. Il vient de sortir dans la collection Boîte à outils, la boîte à outils sur le business plan. Tout à fait. Le networking, c'est un soft skill. Est-ce qu'on peut se former au networking? Parfois, on dit la vente, c'est inné, d'autres disent non. Est-ce que le networking, on peut se former? Alors, est-ce qu'on forme chez Créactif sur ce sujet? Alors, on n'a pas une formation networking, mais ce qu'on dit souvent, un entrepreneur, sa première compétence, souvent, c'est quand même de vendre sa boîte. Et ça, on retrouve ça partout. Donc, du coup, évidemment, on est obligé de former là-dessus, puisque Créactif est un organisme spécialisé sur la formation des entrepreneurs. Donc, évidemment, on forme là-dessus. Donc, on va former, par exemple, à l'usage d'un outil type LinkedIn qui optimise, on va dire, l'utilisation des réseaux sociaux, mais on va utiliser aussi, on va avoir aussi des formations sur tout ce qui est compétences pour mieux réseauter, on va dire. D'accord. Et juste comme ça, pour une formation LinkedIn, c'est combien d'heures de formation ou de jours de formation spécifiquement sur LinkedIn? Très souvent, c'est sur des formats de 5 jours à peu près. D'accord. Ouais, donc, quel est le profil des entrepreneurs formés par Créactif? Est-ce que ce sont des gens qui avant n'étaient pas du tout entrepreneurs, ou alors il y a des gens qui viennent après? Quel est le profil des créateurs, des entrepreneurs, des freelances? Alors chez Créactif, donc Créactif, j'ai fondé en 2010, on a formé plus de 20 000 entrepreneurs. J'ai eu la chance d'avoir un des cofondateurs de Doctolib, pour les plus connus, mais la majorité, ce sont des petites TPE, des petites PME, dans tous les domaines d'activité. On intervient sur tous les secteurs, tous les métiers, toutes les compétences de l'entrepreneur. Donc le profil, pas de profil type. On va retrouver chez Créactif, puisqu'on forme 1/3 de créateurs d'entreprise et puis on va dire 2/3 de chefs d'entreprise de la TPE-PME. Donc une proportion un petit peu plus importante de chefs d'entreprise. Bon, bien évidemment, pour se former, il faut aller chez Créactif. Est-ce que tu donnerais un conseil à nos amis qui sont déjà rompus au networking? S'ils voulaient se former seuls, quel serait le conseil que tu donnerais pour se former au networking?
C'est une bonne question, je n'avais pas préparé celle-là. Moi, il y a un livre que j'avais vraiment adoré qui était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Voilà, qui, je pense, est une référence dans le networking. Années 60, ce bouquin. Tout petit livre, relativement fin, ça coûte quelques euros et je pense que c'est le meilleur moyen pour avoir déjà une première couche pour networker correctement. Très bien. Créactif est comme Harmonie Mutuelle et Eco-Réseau Business, partenaire du Grand Interclub. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Alain, déjà, évidemment, vous avez bien compris, parce que Alain, c'est un peu une référence en networking. Il faut le dire, quand même, depuis des années, Alain, autour de l'entrepreneuriat, il est très, très présent. Non, tout simplement parce que ça a évidemment du sens par rapport à notre activité, encore plus d'ailleurs par rapport au lauréat qu'on a choisi. Du coup, je peux l'annoncer. Vas-y, et ce lauréat, c'est... Et donc c'est Challenger Club. Est-ce qu'ils sont présents ? Merci. Donc nous, l'initiative qu'on a présentée, c'était de mettre en valeur en fait une association qui est un de nos partenaires, des jeunes engagés qui ont créé un jeu, une sorte de serious game sur la RSE et le plan climat. Et donc on a propulsé cette initiative dans nos réseaux à nous. Voilà. Et je vous remercie. Et présentez-vous, vous êtes ? Moi, je m'appelle Laurent, je suis très gentil et je suis le président du Challenger Club, qui est un club d'entrepreneurs basé sur le 92 Sud et la Paris-Rive-Gauche. Donc Laurent, je suis très gentil, de Challenger Club. Félicitations. Je crois que tu avais également prévu quelque chose pour ton lauréat ? Oui, on a aussi une formation qui est offerte chez Créactif au choix dans le portefeuille. Il y a plus de 50 formations donc au choix. Voilà. De rien. On va faire on vous applaudit. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Philippe Cornu, directeur du marché des professionnels du Crédit Agricole. Bonjour, vous êtes Monsieur Bosetti ? Monsieur Cornu, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bosetti. Je me posais la question, Philippe. Ouais. Quelle attention un banquier, lorsqu'on va voir son banquier, lorsqu'on crée sa boîte ou lorsqu'on veut le voir pour emprunter, pour se développer, je parle dans le domaine professionnel, est-ce que le banquier regarde le réseau du futur client, du prospect qu'il a en face de lui ? Pas le réseau. En fait, le banquier va vous... Alors, il ne faut pas avoir peur des banquiers, donc il faut aller les voir. Puis si vous ne plaisent pas, il y en a d'autres à côté, donc vraiment démystifier. Il va regarder le projet, évidemment, il va regarder le projet. Il va surtout regarder la personne qui vient le voir. Il va surtout regarder la personnalité de la personne qui est en face. Donc il va regarder, vous demander qui vous êtes, c'est quoi votre parcours, c'est quoi vos qualités, c'est quoi vos défauts. Je n'ai jamais rencontré personne qui n'a aucun défaut, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc c'est là que ça joue le réseau. Et c'est votre capacité à dire ce que je sais faire, je le fais. Ce que je ne sais pas faire, j'ai un partenaire, j'ai une structure d'accompagnement qui va me chercher sur ce sujet-là. C'est vraiment ça qui va faire la différence. J'ai une idée géniale, je suis plutôt quelqu'un qui est créatif. Par contre, mes comptes sont toujours débuteurs, je suis incapable de gérer mes comptes à titre perso. Donc, je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider. Voilà. Donc, le réseau va être tout ce qui tourne autour de votre projet. Voilà. Ça va être un sujet qui va vraiment être abordé assez vite. Mais est-ce qu'un banquier, un chargé d'affaires, va regarder sur le profil LinkedIn ou Insta ? Non, parce que, en tout cas, c'est pas notre façon de faire. Parce qu'après, sur les réseaux, on va trouver tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, si on devait s'appuyer sur les réseaux, d'abord, on tombe dans le privé, ce qui n'est pas l'objet quand même du rôle de la banque. S'intéresser au projet, c'est pas s'interroger à la personne qui peut avoir son histoire, qui peut avoir sa vie. Non, c'est vraiment pas c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, dans cette salle, il y a des clubs d'affaires, des réseaux d'accompagnement, des réseaux féminins, des réseaux territoriaux, des collectifs de freelance et coopératives. Pour ceux qui sont pas encore membres d'un réseau, comment choisir le réseau ? Comment savoir qui il faut rejoindre ? Déjà, il faut choisir un réseau. C'est-à-dire qu'on parlait d'1 million de créations par an. Il y en a près de la moitié qui ne vont pas réussir. Et ce qui est un peu dramatique aujourd'hui, c'est beaucoup ne vont pas réussir parce qu'ils sont restés seuls.
pas parce que leur projet est mauvais, pas parce qu'ils sont pas bons. Il y aura une minorité là-dessus. Donc, il faut vraiment s'accompagner et avoir un réseau avec soi, c'est une chance supplémentaire de réussir, quel que soit le réseau. C'est pour ça l'intérêt de l'interclub, au-delà évidemment de la personnalité de M. Bosetti, mais pour en parler. Ça, c'est important. Et après, mais c'est comme choisir son banquier. C'est quoi votre aspiration? C'est quoi qui fait? Ça peut être la proximité. Ça peut être des valeurs, ça peut être je suis une femme, je préfère, on en reparlera tout à l'heure, parler avec des femmes. Je suis issu d'un quartier peut-être une ruralité plus loin, je vais aller chercher plutôt des gens qui ont vécu la même chose que moi. Donc la proximité de valeurs avec le club, avec la personne va être un sujet majeur. En fait, il faut établir une relation de confiance. Donc il n'y a pas Et après, évidemment, il y a le choix aussi, ce que vous voulez faire. Vous avez besoin soit d'être accompagné sur la construction de votre projet, il y a des clubs qui font ça, soit de mettre en relation avec d'autres, il y a des clubs qui font ça, soit avoir un financement. On va parler de toutes les structures qui permettent de démarrer avec un prêt à taux zéro. Voilà, il y a tout je dis toujours, ça a été dit tout à l'heure, on a un pays, le ministre le dit, formidable. Non seulement il y a des créateurs, mais il y a tous les jours des millions de bénévoles qui sont dans les clubs et qui se mettent à disposition des autres. Et ça, on ne le dit jamais à la télé, parce qu'il y a tout qui ne va pas à la télé. C'est quand même extraordinaire tous les jours. Profitez pour tous les bénévoles qui, tous les jours, dans les structures, se lèvent pour dire, moi, j'ai juste envie, je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas une personne, mais j'ai envie de parler avec d'autres pour apporter mon expérience. On a juste une chance extraordinaire en France. Mais le résultat n'est pas encore là, puisqu'on a trop de gens qui ne réussissent pas. Philippe, pourquoi est-ce que le Crédit Agricole est partenaire du Grand Interclub? En fait, je viens de créer un 61e club qui n'est pas venu ce soir. Et donc, je vais peut-être jouer pour la présidence, pour la conseil. Je vais créer le club des fans de Alain Bosetti. Donc, il faut voir qui sera. On fera l'élection du bureau tout à l'heure. C'est pour ce que je viens de dire. C'est-à-dire, c'est le fait de dire. Ce qui est triste, c'est se dire, c'est parce qu'il y a des gens qui. On en parlera peut-être demain à la conférence. Parce que demain, à quelle heure? À 15h30, il y a une conférence à laquelle participe Philippe, animée par Management, sur bien dans sa tête, bien dans sa boîte. On va parler santé mentale et on va parler impact économique. Ouais. Et vous écouterez Philippe. C'est ce que j'ai dit, c'est que je pense qu'il faut vraiment encourager, il faut plus peut-être les reconnaître d'ailleurs, tous ces clubs qui tous les jours agissent pour les autres. Voilà, donc c'est superbe idée. Alors ce qui est intéressant aussi de voir, et c'est important de l'interclub, et je le vois un peu au quotidien parce que j'en fréquente pas mal, c'est cette capacité à bosser entre les clubs aussi. C'est-à-dire cette intelligence de dire, la personne qui est dans mon club, je ne lui interdis pas d'aller dans un autre parce que c'est une autre problématique. Et donc l'initiative d'Alain, que j'apprécie, vous avez compris, c'est vachement important aussi, c'est que les clubs se parlent entre eux. Parce qu'il y a une continuité, il y a celui qui va donner confiance pour lancer le projet, il y a celui qui va aider la personne à créer son projet, il y a celui qui va le financer, celui qui va le former. Et c'est cette continuité qu'il faut qu'on travaille. Donc j'ai prévu de rester près de toi pendant quelques temps. Voilà. Même si tu seras comme ça, c'est tout. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Philippe, quelle est l'initiative que ton équipe et toi et le Crédit Agricole avaient choisi de récompenser? Alors il y a beaucoup de belles initiatives. Je récompense une initiative qui est importante, c'est Bouge ta boîte. Alors, je ne sais pas s'ils sont là. Pourquoi? Parce que c'est la base de tout club ce qu'ils font. C'est-à-dire c'est mettre en réseau. Alors, être très humble, je mets en réseau. Deuxième élément, mettre en réseau les femmes. C'est pas du féminisme que je fais. Je pense que les femmes, quand elles montent un projet, réfléchissent un peu plus que les hommes. Et donc elles ont plus de mal à passer à l'action. Elles ont plus de mal à passer à l'action parce qu'elles se posent plus de questions. Le mec lambda, il va foncer. Voilà. Et donc on voit bien qu'on a un taux d'échec sur les femmes entrepreneuriat parce qu'elles n'osent pas à un moment donné. Et donc faciliter l'échange de travail, c'est faciliter l'entrepreneuriat. Et troisième élément qui fait que j'ai vraiment choisi ça, c'est qu'en plus, ils travaillent sur des clubs départementaux. Et donc, je pense aussi la création, c'est pas à Paris. Enfin, on est d'accord, la création, c'est partout, c'est dans les zones rurales. Voilà. Donc, je suis vraiment très fier de mettre son prix à Bouge ta boîte. Donc, un club fondé par Marie-Éloi. Tout à fait. Vous pouvez présenter que je remercie au nom de toutes les entrepreneurs. En effet, Marie-Éloi qui a fondé Bouge ta boîte. Petit mot peut-être sur l'initiative qu'on a présentée sur en effet les cercles départementaux, puisqu'en fait l'objectif de Bouge ta boîte il est là, c'est-à-dire travailler sur tous les territoires, travailler auprès de tous les entrepreneurs, parce qu'on parle beaucoup de RSE et je vous renvoie notamment à la chronique de Marie sur les Échos récemment. La première action RSE en France, c'est les TPE et les PME qui sont sur tous les territoires parce que c'est ce qui fait qu'on travaille en local et qu'on travaille vraiment à l'économie de tous les territoires, y compris ruraux. Et je sais qu'on travaille notamment avec le village Baïséa sur certains événements qu'on organise. Donc voilà, je sais pas
que ajouter de plus, en tout cas. Comment vous appelez-vous? Oui, pardon. Moi, c'est Julien Carfan, donc je suis directeur développement de Bouge ta boîte. J'ai la chance d'être l'un des 4 hommes qui composent l'équipe de Bouge ta boîte et qui accompagnent les entrepreneurs au quotidien. Et Marie-Éloi sera demain en conférence. Et Marie-Éloi sera demain en conférence. Et j'en profite aussi pour remercier, et que je pense que ce prix s'adresse aussi en effet à tous les réseaux qui sont sur tous les territoires. Je vais pas tous les citer, mais en tout cas tous ceux qui sont présents dans la salle, parce que c'est un travail aussi au quotidien d'accompagner les entreprises et de faire en sorte que les entreprises passent la barre des premières années, puis de la 3e année et de la 5e année. Donc merci encore pour tout. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Écoutez, le lancer d'ouverture touche à sa fin. Ce que je vous propose maintenant, donc les totems avec les clubs sont dans les 2 salles qui sont juste derrière. Donc il y a de la lettre A à la lettre, je ne sais pas quelle est la dernière lettre, Alexandre. La première salle, c'est A à CL. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de partir, je vais demander à tous les sponsors, tous les parrains et tous les lauréats de bien venir. On va faire une photo de famille. Et après, si vous voulez me rejoindre sur scène, les parrains et les lauréats. Et donc, comment ça va se passer cet interclub? Alors, si vous avez fait vos devoirs de networker, vous avez repéré les clubs que vous souhaitez. Donc, sur chacun des totems, il y a le nom du club et un QR code pour le flasher, pour le retrouver. D'accord? Dans les 2 salles. C'est ouvert jusqu'à 20h30. Et si vous avez fait vos devoirs, allez vers le club que vous avez choisi. Et sinon, après, le conseil que je peux vous donner, c'est nous qui avons créé Place des Réseaux en 2005, c'est nous qui avons créé les Speed Business Meetings. Il y a un truc qui est, moi j'aime bien dire, dans réseau, on peut l'écrire comme ça, R-E-S-E-A-U, mais on peut aussi l'écrire en phonétique, R-E-S-O. Et quand on l'écrit R-E-S-O, il y a un anagramme formidable, c'est oser. Et c'est oser quoi? C'est oser sortir de sa zone de confort. Ça veut dire, moi je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, je suis quelqu'un de très timide. Et quand j'avais 18 ans, j'étais incapable, c'était un calvaire de répondre au téléphone chez moi. Je ne sais pas qui téléphonait. C'était un calvaire d'aller acheter du pain et de regarder la boulangère dans les yeux. C'était un calvaire de prendre la parole en classe. Et puis petit à petit, je suis sorti de ma zone de confort. Petit à petit, j'ai écarté ce cercle. Aujourd'hui, voilà, je suis capable de parler devant vous, de vous regarder. Et puis le stress est toujours là, mais l'habitude aussi. Donc l'un compense l'autre. Et donc oser, ça veut dire profiter de cette soirée, cet interclub, pour aller voir des responsables de clubs, des membres de clubs. Il y a des clubs du 95, du 91 de l'Essonne, du 77, du 70, de toute l'Île-de-France. Profitez-en pour ouvrir vos horizons. Et ce sera l'objectif de l'Interclub. Et je vous remercie. J'aimerais bien attendre les lauréats et les partenaires, si vous voulez bien venir sur scène. On va faire une dernière photo et après, c'est ouvert jusqu'à 20h30 pour que vous puissiez en profiter. Venez sur scène. Merci beaucoup. Bien, Alexandre. Je vous présente, j'ai oublié de vous dire, je vous présente Alexandre Durand. Alexandre est le chef de projet qui a organisé l'Interclub. Et je vous demande de l'applaudir.